5 € le cappuccino. 5 €, mais c'est pas possible, mes bandes de rien. On va parler aujourd'hui de la Bretagne et de la Normandie. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Napoléon déclare alors à ses soldats « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiquement Français, le podcast qui parle d'histoire, de gastronomie, de tradition française. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 6e épisode. En ce fin de mois de novembre, figurez-nous, nous sommes actuellement le 28 novembre, à l'heure où je tourne ce podcast. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, il n'a pas été facile. Voilà, il y a eu de la neige entre temps aussi, ça j'avais remarqué, c'était assez cool quand même. Un peu imprévu, mais c'était très sympa. Et nous arrivons pour le mois de décembre, voilà. Ce week-end, nous serons le dimanche 1er décembre, et ça c'est cool parce que ça va être le mois de décembre, c'est l'Avent, le calendrier de l'Avent, les cadeaux de Noël, tout ça. C'est vraiment... je suis content de finir ce mois de novembre, parce que je trouve qu'avec le mois de février, c'est quand même 2 mois qui sont... Ces 2 mois-là sont vraiment horribles. Je pense que c'est les plus durs de l'année. En tout cas, pour tenir une certaine discipline, quoi. Pour pas se laisser aller à la gourmandise ou juste à rien faire, si on a des projets à faire. Tout ça, donc c'est pas hyper facile. Ces 2 mois-là sont vraiment chiants, parce que, bon, septembre, il fait encore à peu près beau. Bon, octobre, les jours commencent vraiment à se raccourcir, donc ça commence vraiment à être un peu la merde. Et novembre, là, c'est le pire. Voilà, là, novembre, c'est c'est la descente aux enfers. Décembre, c'est bien parce qu'en fait, ça vient ajouter un peu de beurre dans les épinards, dans le sens où, comme j'ai dit, c'est Noël, c'est la magie de Noël, c'est les cadeaux. Donc ça nous réchauffe le cœur parce qu'on sait qu'on va faire plaisir à nos proches en achetant les cadeaux de Noël. On se fait aussi un peu plaisir en achetant aussi des cadeaux pour se faire plaisir à soi-même aussi. Ou même des chocolats, tout simplement. Manger des chocolats, c'est des raclettes... c'est des bons petits repas bien caloriques, et tout ça on les dépense dans le fait d'aller se balader dans les villes et villages à l'heure de Noël, où il y a les décos, où il y a un peu cette ambiance, cet état d'esprit où les gens sont entre guillemets joyeux, on pourrait dire. Enfin, moi en tout cas je le ressens comme ça. Ça a toujours été un mois enchanté pour moi, Noël. Donc j'ai hâte de commencer ce mois de décembre, de préparer les cadeaux pour les gens que j'aime et les offrir et passer un bon réveillon de Noël. Ça va être ça va être sympa. Je pense qu'on va bien s'amuser, parce qu'après il y a janvier qui démarre. Bon, janvier, c'est les bonnes résolutions. Bon, déjà il y a la moitié des gens qui se réveillent avec une gueule de bois parce qu'ils ont abusé sur l'alcool pour le nouvel an. Bon, admettons, on l'a tous fait, hein. Je suis pas en train de dire que je l'ai jamais fait. non, je l'ai déjà fait. Mais il y a janvier avec les bonnes résolutions, donc on se sent reboosté pour la nouvelle année avec plein de bonnes intentions. Et puis petit à petit en janvier ça s'effrite parce que il continue à faire nuit très tôt, quoi, à 17h. Et puis et après il y a février qui arrive, et là ça tue tout le monde. Là, là il doit rester 5% des gens hyper déter qui continuent avec leur discipline à tenir le cap, et ce mois-là, il y a pas mal de gens qui, je pense, qui abandonnent. Donc c'est un petit peu... Donc c'est pour ça, novembre, ça a été... Alors ça a été un mois qui a été assez intense, malgré tout, mais il a pas été facile, hein. Surtout là, ce fin de mois de novembre, là, j'ai... je vais pas raconter ma vie, mais... petit coup de barre, j'ai hâte d'être en décembre. Il y avait rien d'enchanté, oui, on pouvait dire ça. Voilà, bon. Tout ça pour dire, cet épisode, voilà, après une petite introduction, comment je vais commencer ce podcast. Là, il va être... Bon, je vais rentrer directement dans le lard, on pourrait dire. On va parler d'un sujet tabou, d'un sujet extrêmement tabou, je vous préviens. Va y avoir de l'encre à couler, en tout cas mon encre à couler. Des larmes vont couler, de la sueur va couler, du sang, j'espère pas du sang, mais bon, admettons.
Du sang a été coulé d'ailleurs au passage à cause de ce sujet-là. On va parler aujourd'hui de la Bretagne et de la Normandie. Ah là 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 là. Ah, ces deux régions. On les connaît bien. Elles se connaissent bien toutes les deux aussi. Ah là là, si vous saviez. Bon, allez, on va pas tourner autour du pot. On va commencer par la première rubrique, donc la découverte du mois. Oui, ça a changé. C'est plus la découverte de la semaine, c'est la découverte du mois. On va parler du Mont-Saint-Michel. Je suis allé pour la première fois au Mont-Saint-Michel. Et oui, malgré mon âge, j'étais jamais allé au Mont-Saint-Michel de ma vie. Et bah, vous vous rendrez compte de toute façon, si ce podcast existe toujours, que je vais visiter des choses pour la première fois assez tard dans ma vie. Parce qu'en fait, quand j'étais petit avec mes parents, on partait, même petit, même très tard, on partait tout le temps à la même adresse, au même endroit, chaque année. Bon, ça nous dérangeait pas. Bon, en même temps, on avait un peu rien à dire de nous, les enfants. mais ouais, non, bah, donc c'est pour ça. Donc j'ai visité le Mont-Saint-Michel, je vais vous en parler un petit peu. Un endroit iconique, évidemment, qui ne connaît pas le Mont-Saint-Michel. Donc ça, c'est... Voilà, je vais vous en parler dans la première rubrique. Et le moment historique, la rubrique numéro 2, on va parler de ce sujet tant tabou, la querelle entre les Bretons et les Normands. La querelle brito-normande, voilà. C'est un sujet qui a fait couler de l'encre et du sang et des larmes et de la sueur. D'où cela vient, on va comprendre d'où ça vient. D'où vient cette rivalité qui n'a ni queue ni tête quand nous, gens d'extérieur à la Bretagne et à la Normandie, comme moi par exemple, Picard, je me dis mais pourquoi les mecs se battent en fait ? Pourquoi ils se détestent ? Enfin ils s'aiment mais ils se détestent. Vous comprendrez là dans ce que je vous ai expliqué, dans ce que je vais vous expliquer pour la rubrique 2, c'est que en fait, ils se détestent mais ils s'aiment. C'est assez bizarre, c'est très particulier. Je pense qu'il y a vraiment... il n'y a pas quelque chose qui est semblable dans le monde, voilà. De toute façon, à partir du moment où vous avez, des Bretons qui brandissent un drapeau en plein match de hockey au Canada, voilà, donc vous êtes au Canada, et d'un coup, vous voyez un drapeau breton comme ça, là, devant vous, vous êtes en mode, mais c'est des malades, c'est des tarés, mais ils ont un problème dans leur tête, c'est pas possible. Avec tout le respect que j'ai pour vous les Bretons, mais là vous partez un peu loin quand même. Et c'est pas pour faire un jeu de mots, hein. mais oui, non, enfin c'est... On a un peu de mal à comprendre cette rivalité, on sait même pas d'où ça vient, en tout cas pour ma part, et je me suis dit, bah tiens, on va parler de ce sujet qui fait tant débat. Voilà, et quoi de mieux en plus que ce mois-ci je suis allé visiter le Mont-Saint-Michel, donc vraiment là c'est c'est les planètes sont alignées pour le début du désastre, voilà. Tout simplement. Bon bref, et donc voilà, ce sera les deux rubriques de cet épisode qui va être riche, qui va être très très riche et qui va peut-être certainement faire débat. Voilà, je m'attends à être insulté, mais bon... tant que vous cramez pas ma maison, ça me va. Voilà, s'il vous plaît, les Bretons ou les Normands, calmez-vous. Voilà, on va parler d'histoire. Voilà, on va parler de ce que vous avez réussi ou de ce que vous avez échoué. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais mettre des vérités qui vont certainement déranger. Mais voilà, c'est le petit, comment on dit en anglais, disclaimer. Hein. Petite mise en garde sur les éventuelles conséquences qui pourraient m'arriver après la publication de ce podcast. Bon, si vous n'entendez plus parler de moi, c'est que soit je me suis fait enlever par un Breton ou une Bretonne, soit par un Normand ou une Normande, ou par les deux, ou alors l'un m'a enlevé, m'a tué, et bref, on va pas aller plus loin, ça commence à partir en cacahuète. Ça ne signifie rien. Bon, si je donne plus de nouvelles, c'est que l'un des deux camps... je me suis fait attraper par l'un des deux camps, voilà. Bref, pas plus de blabla. Sur ce, commençons pour la rubrique numéro 1. La découverte du mois, le Mont-Saint-Michel. C'est parti. Alors, le Mont-Saint-Michel. Ah là 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 là, le Mont-Saint-Michel. Donc vous le connaissez tous, le Mont-Saint-Michel, je pense que tout le monde y est allé, hein. C'est un monument iconique qui se situe en France.
Vous voyez, déjà même là, je suis en train de me brider. Je dis pas c'est en Normandie ou c'est en Bretagne, je dis c'est en France. Je fais ça pour faire chier les Bretons et les Normands, voilà. Parce que moi, je vais être très honnête avec vous, hein, je pose d'emblée ça, alors après avoir bu un petit coup d'eau. Euh, Je m'en tape de cette rivalité, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un Picard, j'aime ma terre, hein. J'ai pas, j'ai pas de problèmes territoriaux et donc oui, moi ça me fait bien rire. Quand je vois tout ça, en fait ça me fait rire, ouais, ça me fait surtout rire. J'aime bien ces petites rivalités entre régions, ça me fait très très rire. Bref, Mont-Saint-Michel. Alors j'y suis allé pour un événement particulier qui s'appelle la Toussaint, tout simplement. Donc la fête de tous les saints qui est fêtée le 1er novembre à chaque fois dans le calendrier chrétien. Donc c'est la fête de tous les saints qui est dit, c'est littéralement ça. Et le lendemain vous avez vous avez le jour des défunts. Donc cette fois c'est la fête des morts. Et c'est là généralement. Alors je sais pas si c'est là ou à la Toussaint où on vient déposer en fait des fleurs sur la tombe de nos familles ou même sur les tombes tout court. Donc, j'y suis allé pour cet événement-là, pardon. Et donc, parce que oui, en fait, le Mont-Saint-Michel, avant d'être un monument historique français, c'était en fait un bâtiment religieux, où, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais avant d'être un monument en tant que tel, où il y a des millions de touristes qui viennent chaque année, c'était une abbaye où il y a les moines, ils font la messe, c'est un sanctuaire religieux en tout cas avant tout. Donc on y allait pour la messe de la Toussaint, voilà. Je m'étais dit bah tiens, vu que c'est la Toussaint, c'est un grand week-end, autant aller voir, aller au Mont-Saint-Michel la première fois. Donc c'est parti. Nous sommes partis, j'ai bien 2 heures de route pour aller jusque là-bas. Et donc je suis arrivé, je suis pas allé me garer au parking parce que j'avais pas envie de payer, je suis un rat. Mais je me suis arrêté pas très loin d'une espèce d'hôtel où en fait après on marche et on traverse en fait un pré où normalement il y a des chèvres et puis en fait t'as au moins 3/4 d'heure de marche avant d'arriver au pied du Mont Saint-Michel. Et au début, c'est vrai que j'avais eu des souvenirs que il fallait faire gaffe au niveau des horaires des marées, quand est-ce qu'on pouvait venir, quand est-ce qu'on pouvait pas venir, tout ça, blabla. Et en fait, non, ils ont construit un ponton. Voilà, ils ont construit un ponton qui est accessible pour rendre accessible le Mont-Saint-Michel H24. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc il n'y a pas eu d'horaire, de respect d'horaire à avoir là-dessus parce qu'il fallait arriver à l'heure pour la messe. Qui était d'ailleurs au passage à 11h. Ouais, 11h, 11h15, comme ça. On est arrivé pile poil. Il y a une bonne sœur qui nous a dit qu'elle allait nous accompagner parce qu'en fait, l'abbaye est payante pour aller la visiter. Alors, pour les moins de 26 ans comme moi, c'était gratuit, mais il fallait le savoir, mais je ne l'ai pas vu. Et donc, du coup, on a eu un petit un petit autocollant pour dire on est des gens qui venons pour la messe. Et donc c'était une messe chantée, c'était très très beau, voilà. Et dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel, ça résonnait, ça donnait une ambiance, c'était vraiment très 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 beau. C'était j'ai vraiment apprécié ça. C'était beau. Alors c'était un peu spécial parce qu'en même temps il y avait la messe et derrière il y avait tous les touristes et des fois en fait il y avait des mecs qui disaient qu'ils venaient pour la messe et en fait c'était juste pour prendre des photos gratos et après se barrer. Putain, bon bref, no comment, bande de rats. et en fait c'était vraiment impressionnant parce que du coup c'était une messe chantée. Donc si vous êtes déjà allé à la messe, la plupart des messes en fait sont en français et en plus on chante que les chants principaux en fait. Et là vraiment tout était absolument chanté, tout était chanté. Donc ça c'était bien, à part l'homélie forcément, mais tout était chanté et en plus c'était les bonnes sœurs qui chantaient, donc ça devenait vraiment une très 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 belle. Ça rendait extrêmement bien, voilà. On sentait que ils venaient pas comme nous, des touristes, la première fois, bien entraînés, très belle messe, voilà.
dans un beau monument en plus. Vraiment, j'ai senti, voilà, j'ai voulu faire ça parce que c'était l'opportunité enfin, je sais pas, je trouve en fait, c'est une fête chrétienne et j'avais jamais visité le Mont Saint-Michel et je m'étais dit, bah tiens, aller visiter un monument religieux chrétien le jour d'une fête chrétienne, donc il va y avoir la messe. Ah non, franchement, c'était pas mal. C'était quand même une sacrée expérience à vivre parce que voilà, il y a les messes classiques qu'on a, enfin classiques, toutes les messes dominicales, mais les messes de fête, elles sont toujours un peu différentes de la messe enfin les messes de fête sont toujours différentes des messes dominicales. Et là, pour le coup, c'était vraiment enfin, qu'on soit croyant ou pas, vraiment, je vous le dis, c'est une occasion, enfin, c'est une opportunité à saisir. Je trouve ça vraiment très beau. Voilà, c'est pour vous partager. Alors, l'abbaye est absolument magnifique, très style gothique, vraiment très gothique. Une pierre je pense que la pierre pour fabriquer l'abbaye a été pioché depuis certainement aux alentours, si ce n'est peut-être pas sur l'île même, parce que ça me paraît un peu... je sais pas comment était le Mont Saint-Michel avant l'abbaye, tout ça. Enfin, je pense qu'on n'a jamais de photos, vu que ça a été construit il y a fort longtemps. Mais déjà à l'époque de la rubrique 2 que je vais vous raconter là, la querelle brito-normande. Mais ça a été pioché, je pense, dans le coin. On reconnaît beaucoup l'aspect graniteux. Parce que, par exemple, les Côtes d'Armor, voilà, les Côtes d'Armor, c'est la côte de granit rose, on appelle ça. Pas très loin, un petit peu plus en dessous, il y a la côte d'émeraude, je crois, qui est pas très loin de Saint-Brieuc. Donc vraiment, ça donnait vraiment un aspect très... alors, comment je pourrais dire ? C'était comme dans les Côtes d'Armor quand j'y étais en mai 2024, bah, ce mois de mai dernier. En fait, il y avait vraiment un aspect... Alors, c'était pas humide, mais on sentait que c'était poreux quand même. Donc, ça sentait pas l'humidité. Mais, je sais pas, ça avait un tempérament, oui, on pouvait dire pas sec en fait. Vraiment chaleureux, humide. Je sais pas comment raconter ça. Donc c'était mais en fait même c'était magnifique, les pierres étaient super bien sculptées, tout était magnifique, les croisées d'ogives, je vous raconte pas comment c'était beau, les vitraux, enfin ça donnait une sacrée ambiance quand on levait la tête et qu'on entendait les bonnes sœurs chanter, ça donnait vraiment une très très bonne sensation et je vous recommande encore une fois d'y aller, d'y assister, que ce soit une messe dominicale ou une messe de fête, ça doit être vraiment incroyable. Alors j'imagine pas quand ça doit être par exemple la messe de Noël ou la messe de Pâques, ça doit être magnifique. Donc oui, parce que en fait j'ai fait les choses dans le désordre. Je suis d'abord allé à l'abbaye direct et après j'ai visité le reste du Mont Saint-Michel. Donc on n'a pas visité on n'a pas fait de visite guidée ou je sais pas quoi. On a traîné dans le Mont Saint-Michel. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand que ça, pour être honnête avec vous, mais pas du tout, je le trouve très petit, ce qui, quand on le voit comme ça, c'est normal au final. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de rues, je sais pas, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus grand, voilà, qu'il y ait bref, voilà, c'est tout. Mais bon, ça n'empêche que c'est très très beau. Par contre, on était sous la brume, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis arrivé, alors déjà, on le voyait pas. C'est qu'au début, quand je suis arrivé, quand je me suis garé, on le voyait pas. De là où on était, quasiment pas. On voyait juste le bas, en fait, la terre. Et petit à petit, le brouillard s'est un tout petit peu dissipé, mais il y en avait toujours autant. Et vraiment, c'était brumeux. On voyait quasiment pas la pointe de Saint-Michel. Parce que sur la pointe de l'abbaye, en fait, il y a une statue de Saint-Michel, l'archange Saint-Michel dans la religion catholique. D'où Mont Saint-Michel évidemment. Et donc ça donnait une certaine ambiance, mais c'était une ambiance unique. Voilà. Certaines personnes pourraient dire que c'est nul parce qu'il y a très peu il y a pas de soleil, c'est pas dégagé, on n'a pas la vue sur toute sur toute la baie et les alentours qu'il y a autour. Je suis d'accord, c'est dommage. Toutefois, on le voit sous la brume, ça donne une autre ambiance en fait. Je pense que les monuments, peu importe au moment où on va les visiter, alors, sauf quand il pleut et que vraiment on voit rien à 5 mètres à la ronde, ça je veux bien comprendre que ce soit... on y trouve peu de positif dans ce genre de temps. Mais toutefois, là, il y avait vraiment
il y avait du brouillard, mais on arrivait suffisamment à voir le Mont Saint-Michel quasiment en entier, surtout après la messe. Et donc vraiment, ça donnait une certaine ambiance un peu mystique, quoi. L'île qui est perdue autour de, il y a rien autour, on voit rien autour. C'est l'île unique, l'île, alors je vais pas dire l'île hantée, mais on sentait que c'était vraiment ouais, très spécial, très mystérieux. En fait, ça donnait un côté très mystérieux du mont. Et ouais, non, c'était très sympa. Même l'intérieur du mont, quand on rentre, tout est en muraille, les remparts. Quand on arrive un moment juste au-dessus où il y a un bâti avec une maison. Et en fait, excusez-moi, juste au-dessus de cette, enfin, sur le mur de cette maison, il y a une statue de la Vierge avec un drapeau de France. C'est très 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 beau. Après, on peut aller sur les remparts aussi. Ça, c'est quand même aussi après, on a une vue justement sur toute la baie avec le paysage. Mais bon, là, il y avait du brouillard, donc on voyait rien. Et donc après, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Oui, après on a remonté la rue passante. Alors il y avait énormément de monde, même pour un week-end de. Enfin, je sais pas, j'étais étonné en fait. Le temps était merdique. Je trouvais qu'il y avait rien d'incroyable pour aller visiter, pardon, le Mont Saint-Michel, mais bon, bah ça s'est fait. Voilà, il y avait du monde, il y avait énormément de monde. Je suis reparti avec quelques souvenirs, alors notamment souvenirs religieux, quoi, mais pas de trucs à tape touriste, hein, parce que Dieu sait qu'il y en avait. et, euh, et la fameuse crêpe du Mont Saint-Michel. Alors apparemment c'est tout un délire ça en fait. Alors j'ai pas trop compris pourquoi sur le moment, c'est parce qu'en fait apparemment ça vaut cher. Bon, bah sachez que ma crêpe à 3,50€ au caramel beurre salé était très très bonne. Voilà, et j'ai pas trouvé ça si cher que ça pour un monument qui est extrêmement fréquenté. En tout cas, j'ai pas trouvé ça hyper cher. Bon, à vous de juger. Moi, j'ai pas trouvé ça très cher. Bon, par contre, après, on a pris un cappuccino derrière, 5€. Pouf, 5€ le cappuccino. 5€, mais c'est pas possible, mes bandes de rats. Et chose intéressante, ma crêpe a été faite par une bretonne de Saint-Malo. De Saint-Malo, oui, pardon. Voilà, je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez, les Normands. Bref, voilà. Le Mont Saint-Michel, sinon le reste était très bien. Il y avait les jardins aussi qui étaient plutôt pas mal. Où quand on est sorti de la messe, on est parti, on était derrière l'abbaye et ça rendait vraiment pas mal. C'était assez stylé. Donc voilà un peu pour le Mont Saint-Michel. C'était plutôt sympa. Je n'ai pas fait le tour. On est à marée basse. Donc ce qui se passe, c'est que il n'y avait pas la mer, quoi. Et on se demandait quand est-ce qu'elle allait arriver. On aurait bien aimé la voir. On aurait bien aimé voir le Mont Saint-Michel à marée haute. Voilà, comme ça, pour avoir deux visions différentes, en tout cas du monument. Mais c'était très très sympathique à voir. Très très beau. Il y avait pas mal de monde. Beaucoup de monde. Mais on sentait en fait qu'il y avait je sais pas comment dire, il y avait des vagues en fait. Au début, il y avait personne. Je sais pas, on est arrivé avant la messe, il y avait personne. On est arrivé après la messe, là, 13h30, 14h, 15h. C'était blindé. On avait un peu de mal à circuler dans les rues en fait. Puis les rues étaient étroites, quoi. Puis des fois, t'es étonné parce que tout est super serré. Et puis même, il y a un endroit où il y a un cimetière. Et puis le cimetière, tu passes comme si, je sais pas, tu marchais dans la rue. C'est un peu bizarre, c'est un peu glauque, mais bon. C'est pas grave. On est indulgent là-dessus, hein, vu comment c'est petit. Je veux bien croire que c'est un peu bizarre vu comme ça. Bref, en tout cas, c'est très très beau, le Mont Saint-Michel. Si vous n'y êtes pas allé, je vous recommande d'y aller parce que c'est vraiment très très beau. Ça vaut vraiment le détour. Après, je vous le dis honnêtement, moi j'y suis allé en novembre, donc c'était hors saison. J'imagine pas pour les hautes saisons. J'ai pas envie. Pour ma santé mentale, j'ai envie de de pas imaginer l'état du monument à cette période-là. Bref. Et si vous y êtes déjà allé, revenez-y. C'est vraiment une très très belle. C'est un très beau monument. Voilà. Je vous recommande d'y aller. Moi j'aime vraiment bien.
C'était en plus, si vous êtes en plus, si vous croyez en Dieu, si vous êtes catholique, je veux dire, bah, ça a encore plus de signification. Voilà. Je crois quand même qu'il y a des gens qui m'avaient parlé qu'ils allaient faire des retraites au Mont-Saint-Michel, ce qui doit être assez incroyable, ou même travailler au Mont-Saint-Michel. Il y a des gens qui ont travaillé au Mont-Saint-Michel, des gens que je connais qui ont fait ça, et ça doit être une expérience très enrichissante. Mais voilà, le Mont-Saint-Michel, c'est quelque chose qu'on m'a toujours parlé et que je n'ai jamais visité. Voilà, je l'ai vu de loin quand je suis parti dans les Côtes d'Armor. J'étais passé par pas très loin du Mont-Saint-Michel, je l'ai vu, j'ai fait le fameux. Et une fois, j'étais allé à Avranches, qui est pas très loin du Mont-Saint-Michel. Et ouais, je l'avais vu de loin. En plus, il faisait très très beau. De Avranches, en fait, quand vous allez à Avranches, je fais une petite parenthèse. En fait, après que je sois parti, après que nous sommes partis du Mont-Saint-Michel, on est allé à Avranches. On a fait un arrêt à Avranches. On a stoppé à Avranches. J'en ai profité pour aller voir une amie que je salue au passage, elle se reconnaîtra si jamais elle écoute ce podcast. Et en fait, à Avranches, déjà la ville est très belle, moi je la trouve très belle, le centre-ville est très sympa. Et en plus, d'ailleurs il y a un resto très sympa, je sais plus comment il s'appelle. Comment s'appelle ce resto? Ah voilà, j'ai retrouvé le resto. Alors, le resto auquel on allait manger, ça s'appelait La Popote. Voilà. Là, plus loin, Popote. Excellent, vraiment. Alors, ça vaut. Je trouve que c'est pas encore hyper cher. C'est pas un resto où vous allez manger pour 2 personnes 20 balles au total. Vous en avez, je pense, pour 60 € pour 2 personnes. Donc, il est très très bon ce resto, vraiment excellent. J'ai mangé, mais c'était vraiment incroyable. Et encore, je dis 60 €, c'est parce que j'ai pris. Parce qu'on a pris un verre de vin, donc voilà. Donc, mais très très bon. Je vous recommande La Popote, le Littré aussi. C'est des bons restos gastronomiques, ouais, à Avranches. Voilà. Et la ville est très belle. Et donc pour tout ça, pour dire qu'à un moment vous avez des jardins. Quand vous arrivez sur la place, c'est la place Carnot. Donc vous avez la basilique. Je crois que c'est non, c'est pas une basilique. Enfin, une église. Voilà, vous avez l'église qui est très très belle au passage. Je vous recommande aussi d'y aller. Elle est vraiment magnifique, avec une pierre vraiment unique. Dans laquelle est fabriquée l'église, et vous avez des jardins en face de cette église, et le jardin est vraiment très beau. Et à un moment vous arrivez à un espèce de belvédère avec la vue du Mont Saint-Michel, de les Prés Salés et la baie du Mont Saint-Michel, avec le Mont Saint-Michel. Et là, je peux être honnête avec vous, c'est très très beau à voir. Voilà, la vue. Et donc si vous allez au Mont Saint-Michel et que vous passez par Avranches, arrêtez-vous-y pour notamment voir cette vue-là, avant d'aller directement au Mont-Saint-Michel, parce que c'est vraiment très stylé. Donc voilà, c'était un peu tout pour le Mont-Saint-Michel. Voilà, je pense que j'y retournerai certainement à voir dans le futur. Bon bah écoutez, pas plus de blabla, parce que là on est déjà à au moins une bonne 30aine de minutes. Je vous propose de passer tout de suite à la deuxième rubrique, le moment historique. C'est parti. Alors, le moment historique, querelle breton-normand. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où cela vient? La vérité sur la Bretagne versus Normandie. Qu'est-ce qui s'est passé, bon Dieu? Alors, avant de commencer cette querelle entre les Bretons et les Normands, d'où ça vient, les origines, etc., je pense qu'il convient de rappeler un peu comment ont été créées ces deux régions, la Bretagne, la Normandie, comment ça a été créé, d'où ça vient, voilà. Est-ce que vous savez? Eh ben, je vais répondre à cette question, tout simplement. Alors, la Bretagne, sachez, on va commencer par la Bretagne. Bon, déjà, là, je vais me mettre à dos les Normands, parce que je commence par la Bretagne. Si j'avais fait l'inverse, je me serais mis à dos les Bretons. Faut bien commencer quelque part, donc je vais trancher les Bretons. La légende, alors, ça va mélanger légende et réalité. Apparemment, la Bretagne aurait été fondée par les 7 saints légendaires qui proviennent de la Bretagne romaine, donc c'est-à-dire Britannia. Britannia, c'était le nom romain de la Grande-Bretagne en fait. Il faut savoir que la Grande-Bretagne, donc la Bretagne telle qu'elle a été nommée, là où il y a les Anglais, tout ça, ça a été envahi, je crois, ça a été colonisé par les Romains sous l'empereur Claude. Et donc en fait, au cours du 5e et du 6e siècle, avec la décadence de l'Empire romain, ils ont abandonné la Britannia, donc la Bretagne romaine, et ils sont venus se réfugier en Armorique. Et vous aurez remarqué, Armorique, Côte d'Armor,
ça a plus ou moins le même radical, c'est normal. Ils sont arrivés en Armorique, et donc les 7 saints légendaires, c'était un peu les élites religieuses, ont fondé 7 villes que je vais vous lister. Donc on va commencer par les plus simples. Saint-Malo, Saint-Brieuc. Ensuite nous avons Saint-Tugdal, donc la ville de Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Saint-Samson pour Dol de Bretagne. Saint-Corentin pour Quimper. Saint-Paterne, Vannes. Et Saint-Paul-de-Léon pour Saint-Paul-de-Léon, près de Roscoff. Et donc en fait, ça a participé à l'évangélisation de l'Armorique. Donc comme je disais, l'Armorique en fait c'est l'ancien nom de la Bretagne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'après cette fondation, au 5e, 6e siècle, ces migrations-là et cette fondation de la Bretagne remontent à peu près au 5e, 6e siècle, après Jésus-Christ évidemment, la Bretagne devient un royaume en 849. Voilà, et ça devient un royaume, le royaume de Bretagne, à l'instar du royaume de France, sous un roi qui s'appelait Érispoé. En fait, il bat le roi franc Charles le Chauve, qui est un des petits-fils de Charlemagne. Et en fait, il le bat, et du coup, le pape autorise ce duc et roi appelé Érispoé à porter une couronne, et donc la Bretagne devient un royaume. L'extension maximale de la Bretagne se passe sous le règne de Salomon, pas le roi Salomon qu'on retrouve là à Jérusalem, mais Salomon de Bretagne. Et en fait, ça va du Cotentin jusqu'à Nantes, le pays de Retz, à peu près dans ces eaux-là, juste au-dessus de l'île de Ré, Marais, Poitevin. Et donc en fait, cette extension maximale est régie par lorsque le roi de Bretagne bat Charles le Chauve, et donc il signe le traité de Compiègne. Et les Picards sont là quand même, même dans les affaires bretonnes et normandes, les Picards sont là. Si ça c'est pas beau. En 867, voilà, l'an 867, et donc en fait c'est l'extension maximale du royaume de Bretagne qu'on connaît. En supposant qu'en fait l'occupation bretonne dans la presqu'île du Cotentin est plutôt théorique, parce qu'ils n'ont jamais entamé de processus de colonisation en tant que tel chez les Bretons. Parce que je vous explique, non je vous explique pas tout de suite. Ah si, je vais vous expliquer tout de suite. C'est par rapport, je regarde par rapport à mes notes si je vais trop vite ou pas, parce qu'il faut respecter un peu la chronologie. Et en fait, pourquoi je dis que c'est théorique, il n'y a pas eu de colonisation, parce qu'en fait, c'est à peu près au même moment où il commence à y avoir les raids vikings en fait, sur la France. Donc les raids vikings sur la Normandie, sur la Bretagne, enfin en fait un peu partout, même en Angleterre, en Bretagne, ils se tapent, en Grande-Bretagne, ils se tapent bien dessus, les vikings vont absolument partout. Donc c'est pour ça que ce royaume de Bretagne connaît une période d'instabilité due aux invasions vikings, et que voilà, la presqu'île, le Cotentin, le département de la Manche tel qu'on le connaît aujourd'hui était breton, mais c'était plus théorique en fait, c'était dû au traité, mais il n'y a jamais eu de colonisation entamée par les Bretons. Mais c'était quand même eux, il faut quand même le reconnaître, par un traité. Donc là on arrive à la Normandie. La Normandie, il faut savoir qu'elle est née au Xe siècle. Alors, comment elle est née ? Donc comme je vous ai dit, il y a les Vikings. Les Vikings, ils foutent pas mal la merde, en particulier dans l'Empire carolingien, c'était l'Empire carolingien à l'époque, par les côtes françaises. Ils remontent la Seine, dans l'estuaire de Seine, donc par là où il y a Le Havre, Honfleur, et ils mettent le siège par 2 fois sur Paris, en 885 et 911. Donc c'est extrêmement bien scénarisé dans la série Viking, qu'on retrouve sur Netflix. D'ailleurs, au passage, c'est le deuxième raid viking qu'en 911, le roi de France, pour mettre fin à ce vacarme que foutent les Vikings en France, ils ravagent mais absolument tout, ils peuvent rien faire, et ben le roi de France décide de léguer des terres aux Vikings. Et il va pas le léguer à n'importe qui, parce qu'il est extrêmement connu aussi dans la série Viking, c'est Rollon, ou Rollo je crois il s'appelle dans la série, bref, Rollon. Donc Rollon est un Viking, et il propose de léguer des terres. Le roi de France propose de lui léguer des terres en échange de se faire baptiser, de défendre ses terres contre les incursions vikings, et de se marier à la fille du roi de France. Elle s'appelle Gisèle. Elle s'appelle Gisèle, pardon.
J'ai rien contre les meufs qui s'appellent Gisèle, hein, mais ça me fait rire. Voilà, juste ce prénom me fait rire. Ne me demandez pas pourquoi. Bref. Et donc, en fait, donc Rollon devient duc de Normandie à partir de cette date-là. Et les prémices, en fait, là où les racines du duché de Normandie et ce qu'on appelle aujourd'hui la région de Normandie provient de ce coin-là. Donc, là, en l'occurrence, c'est le roi de France lui a légué les terres de l'actuelle, je dirais, Haute-Normandie. Donc, Rouen. Je sais pas si Le Havre existait déjà à l'époque. Bref, dans ces eaux-là. Donc, la partie droite de la Seine. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est là où on va commencer à mélanger un petit peu les histoires. Je vous cache pas, alors je vais peut-être faire une petite parenthèse avant ça. Je vous cache pas que l'histoire est un petit peu compliquée à comprendre. En fait, vous allez peut-être rien comprendre au final. Vous allez peut-être pas comprendre qu'est-ce que ça a donné comme fin cette querelle. Bon, déjà c'est normal parce que c'est pas exactement tout à fait fini cette querelle. Mais vous allez comprendre. Je vais tout vous raconter. Vous verrez bien. Moi, j'ai pas tout compris, mais en même temps, bon, il y a que les concernés qui peuvent comprendre, certainement. Alors en fait, là on revient en Bretagne, donc c'est là où les histoires vont commencer à s'entremêler. C'est que durant l'invasion viking en Bretagne, en fait, les Normands en profitent pour intervenir en Bretagne. Parce que les Bretons, ils se font défoncer. Les Vikings, ils anéantissent tout. Ils s'installent même en Bretagne au calme. Pas de soucis, les mecs. Hop, on pose notre cul ici. Pas de soucis. Les Normands, dans leur soif, je dirais, de conquête, ont décidé d'agrandir leur territoire en Normandie, donc l'actuelle Basse-Normandie. Et tout simplement, ils récupèrent en l'an 933 le Cotentin de la Bretagne. Voilà, ils le récupèrent comme ça, c'est gratuit. Donc les Bretons avaient le Cotentin de 867 à 933, sachant qu'ils l'occupaient, c'était encore une fois de manière théorique. Les Normands arrivent, ils le prennent. Voilà, ils prennent le Cotentin, donc c'est déjà là où il y a cette espèce de rivalité au niveau du Mont-Saint-Michel. C'est que avec la presqu'île du Cotentin qui était chez les Bretons, le Mont-Saint-Michel était techniquement breton, voilà. Et à partir de 933, avec les Normands qui récupèrent le Cotentin parce que infesté par les invasions vikings, le Mont-Saint-Michel devient breton, voilà. Breton devient normand. Je vous voyez, même moi, je suis en train de m'y perdre. Et donc, ils conquièrent le reste de la Normandie, tel qu'on connaît aujourd'hui la région de Normandie. Et donc, en fait, vous voyez que petit à petit, les Normands commencent à s'immiscer dans les affaires bretonnes. Voilà, c'est comme ça que ça va commencer un peu cette rivalité ou cette entente, vous allez voir au fur et à mesure de l'histoire. Et donc en fait, les Normands, ils interviennent notamment sous le règne de Guillaume Ier, donc Guillaume Longue Épée. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Normandie commence petit à petit à asseoir son pouvoir sur la Bretagne. C'est-à-dire qu'en fait, après la mort d'un certain roi, le dernier roi qu'on pourrait dire de Bretagne, Alain Ier, la Bretagne redevient en fait un duché à cause des invasions vikings parce que trop d'instabilité. Ce n'est plus un royaume, ça redevient un duché. Donc là, la Bretagne commence à perdre un petit peu de son... Voilà, commence un petit peu à perdre de son prestige, on pourrait dire. Bon, voilà. Ça, c'était petit à petit, c'est un peu la rencontre. C'est un peu le coup de foudre, on pourrait dire, entre la Bretagne et la Normandie. Le coup de foudre flamboyant, voilà. Alors, pour continuer, je suis désolé, je vais peut-être être un peu chiant, va falloir faire un petit peu de généalogie. On va faire la généalogie des ducs de Normandie, donc les Rollonides, donc Rollon, fondateur du duché de Normandie, premier duc de Normandie. Il a sa dynastie qui s'appelle les Rollonides. Il va avoir donc des enfants, Richard Ier, etc. Et on arrive au premier embranchement. Richard Ier qui a très bien fait son... Alors c'est pas Richard Ier, c'est... Laissez-moi réfléchir, attendez, je suis en train... Même moi je me confonds dans la généalogie. Non, c'est Richard II. Donc Rollon va avoir plusieurs enfants. On va arriver à un moment dans la généalogie à Richard Ier qui doit être son petit-fils, je crois, ou son arrière-petit-fils. Et après on a Richard II, le fils de Richard Ier, Richard II. Jusque-là, logique. Richard II va avoir deux sœurs.
Avoise, et l'autre, on n'a pas retenu son nom. Enfin, on n'a pas retenu son nom. Je ne l'ai pas retenu parce que flemme. En fait, ce qui se passe, c'est que il va y avoir un jeu d'alliance. Au début, la Normandie et la Bretagne vont se rapprocher, et notamment la sœur de Richard II, Avoise, va se marier avec un duc qui s'appelle Geoffroy de Bretagne. Et l'autre sœur de Richard II va se marier avec un roi qui est le roi d'Angleterre. Et oui, voilà. Et oui, parce que et vous commencez à comprendre pourquoi il y a toujours eu un peu cette espèce de proximité entre les Bretons, Normands et Anglais, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. C'est que ça provient déjà de ce premier indice. La sœur de Richard II, Avoise, se marie avec le duc de Bretagne, Avoise. Et l'autre sœur de Richard II se marie avec le roi d'Angleterre. Donc là, vous voyez, petit à petit, les Normands commencent à poser un peu leurs pions autour parce qu'ils ont toujours un petit peu... voilà, ils ont des grosses ambitions, les Normands. Ça doit être un peu les traces vikings, bref. Le problème, c'est que Geoffroy de Bretagne, donc le duc de Bretagne marié à Avoise, meurt. Il meurt parce que... Pourquoi il meurt déjà ? Je crois qu'il a été assassiné. Avoise, en fait, prend la régence du duché de Bretagne sous la tutelle de son frère, donc Richard II. Voilà. Et en fait... c'est d'ailleurs à ce moment-là que c'est à ce moment-là en fait où les Normands avancent aussi ses pluies en Bretagne en prenant le Mont Saint-Michel. Voilà, au passage. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Avoise est duchesse de Normandie, elle prend la régence en attendant la majorité de son fils Alain III, qui est encore mineur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les différents seigneurs de Bretagne commencent un petit peu à vouloir revendiquer le pouvoir, à vouloir... voilà, ils font un peu de zèle, ils commencent à foutre un peu le bazar dans le duché, en fait. Avec les invasions vikings, évidemment, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et donc, en fait, la régence arrive quand même à tenir le pouvoir malgré la révolte des seigneurs bretons qui veulent, en fait, prendre le pouvoir, comme je disais. Et des fois, il y a des interventions normandes pour calmer un peu les choses, un peu comme ça leur arrange. Et donc, Alain III, fils d'Avoise, grandit. À sa majorité, il souhaite un peu s'émanciper de la tutelle normande, parce que c'est bon, en fait, Alain III est devenu majeur, il gouverne le duché, il a plus besoin de la tutelle de son oncle Richard II pour prendre des décisions. C'est bon, il sent grand maintenant, c'est un bonhomme, il a envie de s'émanciper un peu de la tutelle normande. Sauf que entre temps, Richard II a un fils qui s'appelle Robert Ier, donc un cousin. Et lui, il a des ambitions démesurées. Lui, il veut la Bretagne et il veut l'Angleterre. Donc lui, c'est un zinzin, il a pas le temps. Et donc c'est là où les relations brito-normandes vont un petit peu se tendre. si ce n'est pas tendre, c'est carrément ça va partir en steak. C'est que du coup Alain III, comme je disais, souhaite s'émanciper de la tutelle normande. Robert Ier, lui, il veut continuer à asservir la Bretagne et il veut conquérir l'Angleterre. Donc ce qui se passe, c'est que Robert Ier, lui, fait quoi ? Il dit à son... qu'est-ce qu'il fait ? Il demande allégeance, il demande allégeance auprès d'Alain III. Donc voilà, il dit t'es mon soumis, donc t'es mon vassal, voilà. Donc sache-le, t'es mon vassal et puis c'est comme ça. Alain III, il est en mode frérot, tu me fais quoi là en fait ? Jamais je refuse. Enfin, jamais jamais je ne te prêterai allégeance. Donc, va te faire voir, voilà. Et Robert Ier n'est pas content, voilà. Il se dit, non, mais t'es un malade, toi. Donc, il en profite pour envoyer un raid sur la Bretagne par la terre et par la mer. Alain III se laisse pas du tout faire. Il envahit l'Avranchin, donc dans cette croisée-là, mais en fait, il est lourdement repoussé par les troupes de Robert Ier. Il essuie une cuisante défaite, humilié. Vraiment, ils sont humiliés, les Bretons, par les Normands. Et donc, ce qui se passe, et là, c'est puissance de la vengeance et de l'humiliation, c'est que
Alain III doit rendre hommage à Robert Ier au Mont Saint-Michel. Oh putain. Donc c'est-à-dire que les Normands petit à petit ils avançaient, ils venaient un peu en Bretagne, voilà. En fait c'est comme s'il c'est comme s'il y a ton cousin qui arrive. Il pense que tu sais pas prendre soin de toi, donc il arrive dans ton appart, il commence à te dire un peu de faire ci, ça, ça, ça. Toi, t'es en mode mec, je suis assez grand, dégage. Et lui, il te fait non, je vais te défoncer. Donc toi, tu te défends, tu essayes de le défoncer, sauf que manque de chance, tu te fais défoncer. Et donc, en plus, tu dois lui prêter allégeance chez toi. Voilà. Donc là, c'est un peu le même principe. Donc, ce qui se passe, c'est que humilié, Alain III doit rendre hommage à Robert Ier au Mont Saint-Michel devant leur oncle qui est l'évêque. C'est l'évêque du Mont Saint-Michel ou de Rouen? Je crois que c'est l'évêque de Rouen qui essaye un peu de calmer les ardeurs des deux. Et donc, Alain III devient un peu le vassal de Robert Ier. En échange, Robert Ier ne revendique aucune terre en Bretagne. Lui, il est plus en mode vas-y, moi j'ai pas le time la Bretagne, moi je veux pas de la Bretagne, je veux carrément l'Angleterre. Et donc, il revendique pas de terre sur la Bretagne. Par contre, il veut que Alain III, donc le duché de Bretagne, soit vassal un peu de la Normandie. Voilà. Et je vous cache pas, c'est le début d'une longue rancœur entre Bretons et Normands. Parce que les Bretons chercheront toujours à s'émanciper de la tutelle normande. Voilà. C'est pareil, c'est le début d'une longue rancœur, ils ont toujours voulu faire ça. Ça recommence sous Guillaume II, dit le roux, le bâtard, mais vous le connaissez tous sous le nom de Guillaume le Conquérant. La Bretagne est encore envahie une fois par les Normands. Parce que... Qu'est-ce qui s'était passé cette fois? Ah oui, en gros... Je crois que c'est parce que Guillaume a été pendant un bon petit moment a été retiré de son trône, n'a pas été estimé légitime au trône du duché de Normandie, et donc en fait il allait trouver refuge chez son oncle, son oncle qui est du coup le duché de Bretagne. Et donc quand il arrive, quand il devient enfin duc de Normandie, les Bretons veulent en profiter pour encore s'émanciper et de dire c'est bon, on n'a plus rien à voir avec vous les Normands, laissez-nous tranquilles. Et donc tantôt, comme disent les Normands, les Bretons et Normands seront ennemis comme sous Guillaume le Conquérant par le fait qu'il met le siège sur Dole avec le duc Conan II, le duc de Bretagne, Conan II, en 1064. Guillaume le Conquérant, pour encore une fois assujettir la Bretagne, fait le siège de Dole face au duc de Bretagne Conan II. Et donc, en fait, Conan II, d'ailleurs, au passage, au bout du siège, finit par le long d'une lance, en fait, lui donne la clé pour ouvrir la cité de Dole et donc dire qu'en gros, il est vaincu, qu'il accepte d'être vaincu. Et donc, en fait, les Bretons ont toujours cherché, comme je disais, à s'émanciper de la tutelle normande. Ils seront unifiés une fois, sous la dynastie des Plantagenets, qui est issue d'un mélange entre la dynastie des Rollonides, donc comme je parlais au début, et d'autres familles d'Anjou. Je crois que c'est d'Anjou, hein, des comtes d'Anjou, d'Aquitaine, des trucs des familles comme ça. Ils seront unifiés une fois par le fils du roi d'Angleterre, Henri II. Le fait qu'en fait Geoffroy II, le fils du roi d'Angleterre, non, attendez, excusez-moi, vous voyez, j'ai vraiment du mal. Le roi d'Angleterre Henri II a un fils, donc Geoffroy II, qui devient duc de Bretagne par sa femme qui s'appelle Constance. Voilà. Donc c'est à ce moment-là où la Normandie et la Bretagne sera unifiée, parce que Henri II c'était roi d'Angleterre et duc de Normandie, et son fils Geoffroy sera du coup duc de Bretagne par l'alliance avec sa femme Constance, qui deviendra du coup Geoffroy II duc de Bretagne. Et en fait, ce sera la fin de l'unification en fait quand la France prendra la Normandie sous le roi Philippe II, donc Philippe Auguste.
quand il y a une longue rivalité entre les Plantagenets et les rois de France, notamment parce que du coup l'Angleterre avait du coup tout ce qui était comte d'Aquitaine, d'Anjou, de Normandie, de Bretagne et l'Angleterre, tout ça c'était une seule et même dynastie, donc du coup tout ça était théoriquement à l'Angleterre, et en plus, et donc du coup tout ça faisait de l'ombre au domaine royal, donc au roi de France. Et Philippe Auguste réussit par la bataille, je crois que c'est Montgaillard, si je dis pas de bêtises, au château du Montgaillard, et aussi la bataille de Bouvines en 1214, où du coup la Normandie sera rattachée totalement au domaine royal. Et plus tard, en fait, la Bretagne, et d'ailleurs sera unifiée aussi sous la France, pour la première fois sous la suzeraineté de Charles VIII et Anne de Bretagne. Donc du coup là, Charles VIII, là on fait encore un bond, là on est passé, vous voyez au début on était en l'an 400, l'an 500, après on est passé l'an 800, 900, là j'ai parlé de Philippe Auguste, on est en 1200 et quelques, et là sous Charles VIII et Anne de Bretagne, là on est plus aux alentours de 1400 quelque chose, voilà, on est plus autour du 15e siècle. Et donc en fait ce sera là où le duché de Normandie est sous la souveraineté du roi de France, mais par contre le duché de Bretagne est sous la suzeraineté du roi de France. Alors, la différence entre souveraineté et suzeraineté, je vais vous la donner, allez chercher sur internet. Non, en vrai, honnêtement, je me souviens plus exactement de la définition. C'est parce qu'en fait, la souveraineté, c'est quand il y a un pouvoir direct, en fait. Je sais pas comment dire. C'est quand la personne a une autorité directe sur le territoire. La suzeraineté, c'est quand c'est vassalisé, quoi. C'est un état vassal. C'est-à-dire que le roi de France a la suzeraineté parce que le souverain du duché de Bretagne reconnaît le roi de France comme son supérieur, entre guillemets. Donc le roi de France a aussi une autorité sur le duché, mais indirectement. Il faut qu'il transmet ses directives au duc, et donc le duc applique directement ce que les prérogatives du roi de France. Donc voilà un peu. Parce que Charles VIII se marie avec du coup Anne de Bretagne, donc qui était qui vient de Bretagne, et donc du coup il y avait certainement pas d'autres héritiers du duché de Bretagne. Et apparemment, je dis apparemment, le fait que les autoroutes Bretagne, enfin les autoroutes, c'est des nationales, mais que les lignes les voies rapides en Bretagne soient gratuites, c'est apparemment grâce à Anne de Bretagne. Voilà, apparemment, ça viendrait de cela. Je pense que les routes, le roi de France a bien voulu de la suzeraineté, et puis en échange, il a fait une concession. Peut-être qu'il n'y avait pas de taxes pour les voyageurs en prenant la route s'ils la prenaient. Donc voilà, apparemment, ça vient de... Voilà, petit fait, ça vient de cela. Donc voilà un petit peu cette rancœur brito-normande. Vous comprenez que c'est absolument pas fini. Il faut savoir que aussi au 20e siècle, au 19e siècle, il y aura un peu une mouvance nationaliste bretonne qui naîtra peu à peu en fait, où les élites bretonnes voudront un peu redorer le blason de la Bretagne en la redevenant fière, indépendante, avec sa propre culture, sa propre identité. Il y aura même des escarmouches, carrément des attentats au XXe siècle, dans les années 70. Mais ce n'est absolument pas fini, cette rancœur entre Bretons et Normands. Alors aujourd'hui, ça s'est calmé parce que peut-être qu'on est moins marqué d'un point de vue générationnel par toutes ces identités. Moi je vous avoue, je m'en fiche parce que je suis picard. Donc voilà. Mais vous le voyez, hein, les Bretons sont extrêmement attachés à leur identité, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est quelque chose que je respecte énormément, et tant mieux pour eux parce qu'ils savent d'où ils viennent, et ça c'est beau. Mais vous voyez un peu avec cette historique là que la rivalité entre les Bretons et les Normands, ça vient pas de nulle part, ça vient de les Normands qui ont voulu s'immiscer dans les affaires bretonnes et l'assujettir en fait, parce que tout cela, ça je vous l'ai pas raconté non plus, mais quand Rollon a obtenu le duché de Normandie, il voulait aussi un endroit, un terrain où faire mumuse, voilà, où aller piller. Et en fait, le roi de France lui a proposé la Flandre. Rollon a dit non parce que c'était trop marécageux, c'était pas ouf. Donc voilà. Donc en gros, il était en train de dire le Nord c'est pas ouf parce que c'est moche.
salaud. Et donc du coup le roi de France lui a dit t'es chaud pour la Bretagne? Il me fait ouais, en vrai je suis chaud, vas-y, je vais aller la piller. Bon, il l'a pas vraiment pillé parce que voilà, mais il en a profité en fait pour étendre le duché de Normandie à la Normandie telle qu'on la connaît actuellement. Donc bah, vous voyez que petit à petit les Normands ont essayé de s'immiscer dans les affaires bretonnes. Et une fois que les Bretons s'en sortaient un petit peu grâce aux Normands, et ben, ils ont voulu s'émanciper de leur tutelle. Sauf qu'à chaque fois, les Normands les rappelaient à l'ordre par des grosses guerres, des grosses escarmouches, des grosses invasions. Et donc, bah, ils ont longtemps essayé de s'émanciper. Ils ont été unis par le royaume d'Angleterre, puis par le royaume de France, puis bah, aujourd'hui en France, quoi, parce que voilà, c'est une région maintenant, comme la Normandie est une région. Mais vous voyez que on retrouve un peu ce fort indépendantisme breton et aussi ce délire autour du Mont Saint-Michel qui est vraiment, au début c'était breton, oui, puis après c'est redevenu normand. Alors l'histoire voudrait que aussi le fleuve qui se jette dans la baie du Mont Saint-Michel lors des délimitations, en fait le lit se déplaçait, tantôt c'était côté breton, tantôt c'était côté normand. Et en fait lors du redécoupage territoriaux, je crois que c'était lors de la Révolution française, c'est tombé du côté normand. Voilà, je suis désolé pour vous les Bretons, je suis extrêmement désolé. Je vais dire un truc où je vais me faire insulter. Le Mont Saint-Michel est normand. Voilà, je suis désolé pour vous. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Mais vous avez plein de belles choses aussi, voilà. Bon, vous avez pas Nantes, parce que Nantes maintenant c'est dans les Pays de la Loire. Mais pareil, Nantes c'est breton que quand ça gagne la Coupe de France. Faut arrêter un moment. Faut arrêter, c'est bon. Oh punaise, bon. Et donc bon voilà, vous comprenez. J'espère que vous avez compris un peu plus comment s'est passée la rivalité. Vous avez un peu plus compris comment se passe la rivalité entre les Bretons et les Normands. Sachez que récemment, ça va faire quelques années comme ça, mais un jour, je sais pas si c'est le maire ou le député dans la circonscription, il y avait le Mont Saint-Michel, a voulu mettre un drapeau breton et normand en même temps au Mont Saint-Michel. Le drapeau breton a été brûlé. Voilà, donc vous voyez que même chez les Normands, il n'y a pas le time, en fait, il n'y a pas le time. Et même quand je parle aux Normands, ils sont en mode non, mais les Bretons, on les aime pas, le Mont-Saint-Michel, de toute façon, c'est à nous, voilà. Et il y a toujours cette rivalité, c'est assez incroyable. Même le beurre, vous voyez, je pensais que le beurre salé, c'était le beurre salé, le beurre cristaux de sel. Moi, je connais des Bretons, c'est breton, le beurre au cristaux de sel, le beurre salé. Bah, en fait, pour les Normands, c'est normand, voilà. Et cette rivalité va bien au-delà du Mont-Saint-Michel ou du contexte historique. Vous avez notamment, alors attendez, je pense que j'ai encore oublié, mais vous avez notamment au niveau de la gastronomie. Voilà. Vous avez les andouillettes. Vous savez qu'en Normandie, c'est l'andouillette de Vire. Et si je ne dis pas de bêtises, en Normandie, en Bretagne, pardon, excusez-moi, c'est l'andouillette de ah punaise, j'ai plus le mot, c'est l'andouillette de Guémené. Voilà, de Guémené, je suis désolé, j'ai pas l'accent, voilà, je suis pas breton, désolé, Guémené. Voilà. Et donc eux ils se battent aussi pour savoir c'est quoi la meilleure andouillette, c'est l'andouillette de Vire ou de Guémené. Pareil, le meilleur cidre, c'est le cidre de Normandie ou le cidre de Bretagne. Bon, voilà, on en est à ce point-là. Et même pour finir, ça j'étais assez étonné parce que donc vous avez le calva en digestif en Normandie, donc vous avez la bénédictine évidemment, mais là le calva. Et en Bretagne vous avez la lambigue, qui est en fait c'est marqué de l'eau de vie de cidre de Bretagne. Donc qu'est-ce qui se passe? Le calva c'est de l'eau de vie de cidre de Normandie, c'est ça? Oh putain, oh là là, vous me fumez. Vous me fumez, hein, vraiment, les Bretons et les Normands, autant les uns que les autres. Mais au-delà de tout ça, malgré cette rivalité qui nous fait rire pour nous en tant que extérieur de cette rivalité-là, ça nous fait rire. Mais c'est ça qui est marrant en plus, c'est que même les Bretons et les Normands, pour parler avec eux, même quand ils disent j'aime pas, en fait on les aime bien parce que on les aime bien parce qu'on aime bien faire la guéguerre avec eux. J'entends ça des deux côtés. Vous voyez, c'est ça qui me rend autant mystérieux, qui rend les choses autant mystérieuses.
Pourquoi ils s'aiment? Pourquoi ils aiment se détester? Voilà. Ce sera toujours la bataille éternelle, je pense. Bretagne versus Normandie. Aujourd'hui, je pense que c'est plus culturel. Il y en a qui prennent peut-être les choses au sérieux. Mais bon, moi j'avoue, maintenant c'est plus culturel en mode on apprécie, voilà, c'est une rivalité un peu culturelle, voilà, ça nous fait rire, voilà, ça nous fait rire. C'est toujours, on va poser la question, c'est quoi la meilleure andouillette, c'est quoi le meilleur cidre? Il y en aura toujours voilà, il y aura toujours des gens qui vont trancher sur l'un ou l'autre. On ne sera jamais statué. Personne ne statuera sur ça, même le Mont-Saint-Michel. C'est pour ça que le Mont-Saint-Michel, quand on me pose la question, le Mont-Saint-Michel c'est où? Moi je réponds tout le temps, bah c'est en France. Donc je fais chier tout le monde, mais au moins je suis clair là-dessus. Surtout que j'habite en Normandie, donc si je dis que c'est en Bretagne, aïe 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 aïe, j'ai pas de quoi me faire aimer par les Normands. Ça c'est moi qui vous le dis. Mais voilà, malgré tout. Alors, je connais beaucoup plus la Normandie que la Bretagne, mais je peux être très honnête avec vous, et vous y êtes déjà allé, je suppose. La Normandie, que ce soit la Bretagne ou la Normandie, que ce soit de Rouen à Dole, ou à Tréguier, ou à Saint-Brieuc, ou Saint-Lô, Caen, Quimper, Vannes, le golfe du Morbihan, la Suisse normande. Bon, ça faudra qu'on en reparle, la Suisse normande, parce que c'est quand même, ça a l'air d'être quand même une grosse arnaque, ça, vu le nom. Je veux dire, voilà, la Suisse normande, les plages du débarquement, la presqu'île du Cotentin, l'andouillette de Vire, de Guémené, le cidre, même les fabriques artisanales comme les parapluies de Cherbourg. Je parle pas du film. Hein. Voilà, c'est Roscoff, tout ça, tous le site de. C'est Carnac, je crois, un truc comme ça. Bref, dans les deux cas, ces deux régions sont extrêmement belles, extrêmement variées d'un point de vue paysage, très honnêtement. Moi, j'ai visité que les Côtes d'Armor et un tout petit peu le golfe du Morbihan, mais j'étais adolescent, je m'en souviens plus trop. Mais toutes ces deux régions sont extrêmement belles et peu importe que vous soyez pro-Normandie ou pro-Bretagne, je vous recommande d'aller dans ces deux régions qui sont extrêmement belles et qui vaillent vraiment le détour parce qu'elles ont tous les deux... En fait, c'est ça, c'est que dans leur rivalité, ils ont tous les deux voulu... La Bretagne, dans son désir d'émancipation et d'indépendance de toute autorité qu'elle soit, normande ou française, elle a toujours voulu, elle a développé une forte identité culturelle qui la rend vraiment unique. La Normandie, c'est pareil. La Normandie, dans son désir de conquête, a vraiment instauré comment dire, sa culture, ses traditions, sa gastronomie, tout ça, c'est vraiment très très beau et je trouve que oui, c'est peut-être ça fait des morts pour ça, mais dans cette rivalité en fait, quand nous on est d'extérieur en tant que Français, on est tout bénef, on est tout gagnant parce que du coup on découvre vraiment des savoir-faire vraiment différents, des gastronomies très différentes entre les deux régions et ça nous développe encore plus voilà, notre culture et notre découverte de nouveaux goûts en fait et de nouveaux paysages et c'est vraiment très 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 satisfaisant de voir tout ça. Voilà, vous savez tout sur la rivalité brito-normande. Il y a encore 2-3 petites certainement détails de cette histoire de rivalité que je n'ai pas mentionné, mais si vous voulez aller plus loin, encore une fois, libre à vous d'y aller. Il y a peut-être des Bretons ou des Normands qui vont m'insulter. Je m'en fous, je vous attends les gars, il n'y a pas de souci, je suis prêt à répondre de mes actes. Mais voilà, franchement, c'est vraiment très très beau. Bon, ceux que je plains par contre, c'est les métis. C'est une partie de la famille est en Bretagne et l'autre en Normandie. Alors là, les pauvres là, je les plains. Mais donc voilà, vous connaissez toute l'histoire. J'espère que ça a été clair pour vous, même si c'est pas très clair en tant que tel. J'ai essayé de comprendre tout au maximum. Je vous avoue que ça a pris énormément de temps à tout comprendre l'enjeu de cette histoire. Vous voyez que c'est sur plusieurs siècles en plus, et ça continuera. C'est ce qui fait la fierté en même temps de la France. C'est beaucoup de régions très différentes, mais qui sont unies sous une seule bannière qui est voilà, le drapeau français. Et voilà, c'est magnifique. Donc, écoutez, sur ce, voilà, on est déjà à plus d'1 heure de podcast. Je pensais que ça allait durer moins longtemps que ça, mais encore une fois, j'ai beaucoup trop parlé, énormément. Je prends un petit coup d'eau parce que là, j'avoue, j'ai la gorge sèche. Mais c'est tout pour ce podcast. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à des Bretons,
à des Normands, à des métis brito-normands. Partagez-les à eux, partagez-le à tout le monde pour ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé cette rivalité. Allez-y. Ça me permet de me soutenir aussi, dès que d'autres personnes qui peuvent être intéressées découvrent ce podcast. Ça me ferait très plaisir que vous le partagiez. Et puis, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire aussi. Donnez-moi des retours, c'est avec grand plaisir. Ça me fera très plaisir et ça m'encouragera à continuer aussi tout ça. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram @historiquementfrançais pour... Je vais essayer d'être un petit peu plus présent là, de ce que je peux visiter. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur le compte. Vous pouvez suivre mon compte personnel aussi, @Lucas__2an. Vous pouvez aussi me suivre personnellement. Et puis voilà, mettez 5 étoiles, blabla, vous connaissez, des commentaires, des likes, même si ça n'existe pas, mais voilà, n'hésitez pas à partager, 5 étoiles, etc. etc. N'hésitez pas à me donner des idées aussi de sujets, voilà, ça peut être sympa. C'était le podcast du mois de novembre d'Historiquement Français. On se retrouve au mois de décembre. Je ne sais pas ce que je vais faire, donnez-moi une idée, j'avais possibilité de faire un sujet sur les traditions de Noël, un peu, pendant le mois de décembre en France. Je pense que ça pourrait être pas mal de visiter ça. Ça va être un truc assez chill, assez léger. Ce sera du coup le dernier podcast de l'année. Ce sera peut-être encore plus détendu que ça. Donc à voir. Voilà. Bon, sur ce, pas plus de blabla. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. Portez-vous bien. Visitez tout ce qu'il y a autour de chez vous. Mangez français. Buvez français. Visitez français. Bref, vivez français. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Lucas, je vous souhaite à tous une bonne continuation dans cette journée ou dans cette soirée. Allez, ciao ciao!